Antonello était né à Rome, nationalité italienne, et je dirais que nos points communs commencent avant notre naissance, puisqu'il se trouve que tous les deux, on était fils d'officiers de marine, au moins officiers de marine en début de carrière. Alors le père d'Antonello avait servi dans la marine de Mussolini pendant la guerre, et le mien dans la marine de Vichy, jusqu'à ce qu'elle s'aborde. Ouais. On fait avec ce qu'on a. Hein. Alors, voilà. Donc il est resté toujours très attaché à l'Italie. Hein. Alors en particulier, donc sa mère habitait Rome et elle est morte un peu avant lui. Sa sœur habite Rome, etc. Et il ne manquait pas chaque été, quand son état de santé le permettait, de passer des vacances dans la maison de famille, donc dans la Maddalena, donc au nord de la Sardaigne. Voilà. Alors ensuite, il se trouve que après la marine de Mussolini, son père change d'activité et sa famille vient à Paris. Donc en fait, il a suivi des études classiques, lycée, Louis le Grand, etc. Et il est un polytechnicien, je dirais, comme tous les autres. Voilà. Et puis donc après, donc comme l'a dit Christophe, il fait le DEA laser matière, donc l'optique, puis il passe thèse de 3e cycle à l'époque. À l'époque aussi, on rentrait au CNRS avant la thèse d'État, surtout quand on était polytechnicien, ce qu'il a fait. Et donc il passe donc sa thèse en 85. Et donc après, il rejoint donc l'IX, finalement, le laboratoire d'optique quantique pendant près de 20 ans. Et il suit donc une carrière d'optique fondamentale, très, très belle carrière, hein, avec génération de rayonnement infrarouge lointain, absorption multiphotonique. Et puis, quand je l'ai connu à la fin de cette période-là, il a participé à ce qu'on appelle la manip Gamay à l'époque. C'était, alors tout ça très fondamental, c'était une manip de collision entre des agrégats, genre gaz rare, et des surfaces. C'était sous ultravide, et c'était un faisceau supersonique. Et lui, sa contribution avait été de créer une manip dite REMPI, qui consistait à détecter les molécules diffusées par ionisation multiphotonique résonante. C'était une très très jolie expérience, avec des lasers incolorants, où on regardait finalement l'excitation des molécules ou des atomes après interaction. Et il accédait, par exemple, y compris au niveau rotationnel. Donc c'est des choses très fondamentales. Voilà. Donc sa carrière en 2 mots. Puis, comme a dit Christophe, il rejoint le PICEM, ça je vais expliquer après. Et donc c'est de ça dont je vais parler, parce que c'est ça que j'ai bien connu. Donc il a fait beaucoup d'instrumentation optique, ça je vais le décrire. Et puis il a appliqué ces instrumentations optiques, il ne s'est pas contenté de faire des instruments, pas du tout, il les appliquait, et il s'est illustré dans 2 applications et qui n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est la métrologie en microélectronique, et puis d'un autre côté, donc l'imagerie polarimétrique biomédicale. Rien à voir. Alors, donc je vais décrire les deux. Alors, Christophe a souligné ce point, mais j'ai dit je ne peux pas parler d'Antonello sans parler de sa passion pour l'enseignement. Donc ça, Christophe l'a dit. Donc il a été chargé de cours au DEA Laser-Matière, il a commencé là. Après, donc examinateur au cours de l'IX, et comme a dit Christophe, il a pris après la direction du centre des travaux expérimentaux de l'IX et créé beaucoup de manip avec une passion colossale. Il fallait que je lui tire par le maillot parce qu'il est passé un temps énorme. Mais l'enseignement a toujours été une passion chez lui. Alors donc les fins connaisseurs du département de physique ne mettront pas de faire une remarque sur le chiffre, 2012. Donc le temps maximum des enseignants, des contrats d'enseignants de physique à l'IX était de 12 ans, mais il était d'usage, vous voyez, que pour des gens qui faisaient de la recherche à l'intérieur des laboratoires et qui s'étaient énormément impliqués dans l'enseignement comme lui, de prolonger de quelques années. Alors je lui ai posé la question, effectivement, et il m'avait dit non, parce que c'était en plus après sa rechute.
Et il me dit que son état de santé était tel qu'il ne se voyait pas solliciter une chose en plus. Donc il s'est arrêté, là. Alors, je vais expliquer donc ce qu'il a fait, et pour expliquer ce qu'il a fait, je vous ai expliqué en quoi il a changé ce qu'on faisait. Je vais vous rappeler, en gros, le contexte dans lequel il est arrivé au PICM et ce qu'on faisait. Alors, c'est toujours quelque chose de difficile, c'est expliquer ce que c'est que l'ellipsométrie et la polarimétrie. La raison vient, alors ça fait 30 ans que je suis habitué à ça, c'est pas nouveau. La raison est que la lumière, en gros, porte 3 informations qui sont l'énergie des photons, la couleur, donc dans le visible du rouge au bleu, la couleur, le flux, donc c'est brillant ou pas, et puis la polarisation. La lumière est polarisée, c'est une onde électromagnétique. Mais l'œil humain n'est sensible qu'aux 2 premières informations, pas la 3e. Donc l'ellipsométrie n'est pas quelque chose d'intuitif. Ben, c'est comme ça. Alors, en revanche, dans la nature, ce n'est pas un cas général. Beaucoup d'insectes sont, au contraire, ont des yeux, si vous voulez, qui sont des capteurs, souvent, de polarisation. Un exemple, c'est les abeilles, par exemple. Les abeilles se servent énormément de la polarisation, en particulier pour revenir à la ruche. Vous avez observé ou pas, d'ailleurs, que en général, on ne voit pas beaucoup d'abeilles les jours, comme aujourd'hui, de temps gris. Ben, voilà, c'est pour cette raison-là. Alors, l'ellipsométrie, c'est quoi? C'est ce qu'on faisait à l'époque. On s'était fait une certaine gloire dans cette caractérisation optique. C'est que tout simplement, on envoie de la lumière polarisée sur une surface. Alors, la lumière polarisée, le champ électrique suit une trajectoire elliptique, si vous voulez, et on regarde. Alors, on définit deux axes S parallèles au plan S perpendiculaire au plan d'incidence et P parallèle au plan d'incidence. Et on regarde en quoi, si vous voulez, cette ellipse se déforme, d'où le mot catastrophique, d'ailleurs, en termes de communication, qui est ellipsométrique. On regarde comment l'ellipse se déforme. Donc, concrètement, donc, les champs sont réfléchis avec ces coefficients-là, qui sont des nombres complexes, et l'ellipsométrie consiste à mesurer ce rapport RP sur RS, donc qui étant un nombre complexe, je ne veux pas dire des choses très compliquées, c'est un nombre complexe, donc on le dénote tangent psi puissance i delta. Donc en gros, l'ellipsométrie, c'est mesurer 2 angles. Alors la réflectométrie, en fait, c'est moins que ça, c'est qu'on on s'intéresse uniquement à l'intensité de la lumière réfléchie. L'ellipsométrie, c'est 2 coefficients au lieu d'1. Donc c'est plus d'informations. Alors, mais si vous voulez, l'avantage de l'ellipsométrie, c'est qu'on mesure un rapport. C'est-à-dire que si votre lumière, par exemple, traverse des lentilles et je ne sais pas quoi, eh bien, la transmission à la lentille va affecter de la même façon P et S. Et comme on regarde le rapport, en fait, c'est plus facile. Donc c'est pour ça qu'il y a, c'est une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de gens qui travaillent l'ellipsométrie. C'est la mesure d'un rapport et c'est quand même plus facile. Alors, nous on le faisait donc de spectre, un peu comme tout le monde, dans le spectre de longueur d'onde, généralement qui couvre donc le proche ultraviolet et le visible, c'est ça qu'en général les gens font. Et puis, alors ça ne marche, en fait c'est un cas particulier. L'hypothèse sous-jacente, c'est qu'on s'intéresse à des milieux isotropes avec des interfaces abruptes. Pour être simple, on regarde des miroirs. Alors, mais il se trouve que les semi-conducteurs sont des miroirs. Donc, effectivement, l'application, c'est les semi-conducteurs et les couches minces. Parce que vous voyez, la lumière polarisée, les ellipses va être modifiée aux premières interfaces avec les couches minces et aux deuxièmes, ainsi de suite. Donc, c'est très, très utilisé dans tout ce qui est semi-conducteur et couches minces. Très, très utilisé. Mais toujours dans le cas de l'hypothèse type miroir. Voilà. Alors, et on peut l'utiliser, alors généralement les gens l'utilisent sur une table pour faire des mesures, mais on peut aussi le coupler à un réacteur et regarder les choses en temps réel, ce qu'on fait à l'IX. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, à l'IX, on avait développé un style d'ellipsométrie, parce qu'il y en a plein, enfin plein non, mais il y en a 2 ou 3, 2 d'ailleurs essentiellement, et alors, le principe de ce qu'on utilisait, en fait, l'originalité, c'est d'utiliser un modulateur photoélastique. D'ailleurs, qu'on n'a pas inventé, nous, qui avait été développé à l'ESPCI à Paris.
C'est un modulateur photoélastique. Photoélastique, photoélastique, ça veut dire que l'indice varie en fonction d'une contrainte. Donc on contraint sur une dimension, comme ça, et l'indice ici va être affecté par la contrainte, parce que dans l'autre direction, il n'est pas affecté. D'où ce qui fait un retard de phase, d'où le mot ellipsométrie à modulation de phase. Donc c'est lié au modulateur photoélastique. Alors, donc c'est ça l'originalité. Alors l'avantage, c'est que c'est une fréquence assez élevée, en gros 50 kHz, en gros. Hein. Et ce qui permet que quand vous l'utilisez sur un réacteur, ou sur je ne sais pas quoi, eh bien, comme il y a une modulation de fréquence, ça filtre tous les bruits. C'est ça l'intérêt. Enfin, c'est un intérêt. Et donc, l'ellipsométrie se développait beaucoup à ce moment-là, et donc, d'où l'idée de le transférer à une société. Donc, on l'a transféré à ce qui s'appelait Jobin-Yvon, à ce moment-là, qui était à Longjumeau, qui est venu Oriba et qui est maintenant à côté. Et donc, il se trouve que ça se vend encore. 25 ans après, ça continue à se vendre. Alors, voilà la version Jobin-Yvon sur table, qui est très jolie. Alors, tout ça tient... alors, ce qu'Antonio a bien compris après, il faut que ça tienne, disons, maximum une boîte à chaussures. Sinon, c'est invendable. C'est à peu près ça. Le modulateur photoélastique, il est là-dedans. Et donc, en tout, je pense, enfin, je peux faire le compte, mais ils vont certainement le compte, je pense qu'il y a plus de 500 instruments qui ont été vendus. Bon, les prix, c'est 40, 80 kilo-euros. C'est des choses comme ça. Alors, le principal marché, c'est toujours été l'Asie, qui représente seulement les 2 tiers des ventes. D'abord au Japon. Alors, Oriba, mais on vendait avant que Jobin-Yvon soit racheté par Oriba. On vendait au Japon, puis en Corée, ça c'est lié aux écrans plats en particulier, et en Chine. Voilà. Et puis, alors, dans les années 2000, au maximum, c'était 40 personnes dans le monde, donc équivalent de temps plein, dans le monde. Y compris les gens qui, au Japon, réparaient, installaient, etc. Dont plusieurs thésards du PICM, anciens thésards du PICM, dont certains dans la salle se reconnaîtront. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, l'ellipsométrie, c'est un cas particulier de l'interaction de lumière polarisée avec un milieu. C'est le cas particulier qu'on n'utilise que celui-là, finalement. Enfin, c'est comme ça. Mais c'est un cas particulier. En fait, la polarisation, elle est décrite de manière générale par 4 quantités réelles. Ça s'appelle le vecteur de Stokes. I, c'est l'intensité de la lumière. Q, c'est la polarisation linéaire, le degré de polarisation linéaire. U, c'est la même chose, mais à 45 degrés. Et V, le degré de polarisation circulaire, gauche moins à droite. Ça, c'est donc un vecteur 4 dimensions réel. Donc, quand il réagit avec quelque chose, l'interaction, elle est décrite par ce qu'on appelle la matrice de Muller, d'où le mot polarimétrie de Muller, qui consiste donc à mesurer cette matrice 4 par 4. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué, puisque au lieu de mesurer 2 coefficients, vous en mesurez 16. Alors, en fait, si on regarde les groupes, pour 100 groupes qui travaillent dans l'ellipsométrie, il y a un, ou même moins que un, qui travaille sur la polarimétrie de Muller. Mais, parce que, comme vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, si on se met toujours dans l'hypothèse miroir, géométrie miroir, mais en fait, en gros, mesurer la matrice de Muller, ça ne sert à rien, en gros. Parce que, vous voyez, la matrice se simplifie de manière considérable, en particulier devient une matrice diagonale par bloc, et en gros, vous êtes sensible aux angles ellipsométriques. Donc, en gros, ça ne sert à rien, ou ça n'apporte pas d'informations de mesurer les 16 coefficients. Voilà. Alors, maintenant, ça sert à quoi, la polarimétrie? Parce que bon, jouer les gros bras, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, Antonio n'était pas du tout sur cette base-là. Alors, finalement, vous mesurez tout avec la matrice de Muller. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les effets polarimétriques. Donc, en gros, c'est 3 effets. Alors, ce qu'on appelle la diatténuation ou le dichroïsme, c'est que donc, j'ai décomposé là la polarisation donc, du vecteur champ électrique. Hein, ça, c'est un transparent d'Antonello, d'ailleurs. Donc, il montrait toujours ça. Donc, il décompose sur deux directions. La diatténuation, ça veut dire qu'après le passage dans le système bleu, là, eh bien, une direction, l'amplitude d'une direction va être atténuée par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est un effet donc anisotrope, si vous voulez. Ça, c'est pour l'amplitude. Et la biréfringence, c'est un retard de phase entre les deux directions
perpendiculaire. Et le troisième effet, alors qui n'est absolument pas accessible dans l'ellipsométrie classique, c'est la dépolarisation. C'est-à-dire que ça veut dire que vous perdez l'information de la polarisation de la lumière, comme s'il y avait plein de sources incohérentes. Alors, on verra, c'est ce qui se passe, par exemple, quand on interagit avec des choses très compliquées comme les tissus humains. Vous voyez ce que je veux dire, la lumière polarisation, elle perd sa polarisation, finalement. Voilà. Donc, alors, le vecteur de Stokes, on appelle le degré de polarisation, justement, une lumière totalement polarisée, ça veut dire que l'intensité se décompose complètement sur les trois composantes de la lumière polarisée. Voilà. Alors, donc, ça mesure tout, et puis, donc, vous êtes capable d'interagir avec n'importe quel système. Il n'y a aucune hypothèse, n'importe lequel. Alors, maintenant, et en plus, on dispose sur les étagères d'outils qui permettent que la matrice elle-même ne vous dit rien. Si vous voulez. Mais on peut, à partir de la mesure de M, décomposer ces trois effets. Oui, en produit de trois effets successifs. Alors, ça, je simplifie, hein, c'est beaucoup plus compliqué que je le dis. Razvigor-Sikorski est un grand spécialiste de ces choses-là. Là, je montre une décomposition, il y en a d'autres. Mais c'est pour vous montrer qu'à partir de la mesure brute, vous pouvez obtenir tous les effets, chacun séparément. Alors, Antonello aimait bien illustrer par un exemple qui est facile à comprendre. Alors, ça, c'est l'imagerie. Donc, on fait de l'image, ça c'est 2 cm par 2 cm, et c'est l'image des 16 coefficients de la matrice ici, 4 par 4. C'est l'image des 16 coefficients. Alors, le système qu'Antonello avait choisi pour motif pédagogique, c'était donc une lame de quartz qui a un biréfringent, ça c'est connu, un verre de lait, ça c'est simple, et puis ici un bout de verre, mais qui est incliné. Voilà. Alors on fait la mesure de tout ça, ce qu'on voit ici, et puis on décompose par le produit de matrice, et on voit les trois effets. Vous voyez que ici le dichroïsme, c'est lié à la lame de verre qui est inclinée, uniquement. Si vous faites de la lumière et la biréfringence, vous voyez bien sûr la lame de quartz, lame retard. Si vous voulez. Et puis la dépolarisation, eh bien, c'est le lait. Parce que le lait, c'est une émulsion, donc il y a plein de particules, et il finit par dépolariser la lumière. Mais vous voyez qu'ici, si vous mesurez la matrice 4 par 4, c'est compliqué à comprendre. Intuitivement, elle n'est pas évidente. Alors, on voit ici que le pot de lait, là, on ne le voit que sur les éléments diagonaux. Donc les éléments diagonaux sont liés à la dépolarisation. Ça, on y reviendra. Mais les autres, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez que ici, le dichroïsme, il joue là, il joue sur ce coefficient-là, pas sur l'autre, etc., etc. Vous voyez, et puis, bref, la biréfringence, elle joue sur celui-là et pas sur celui-là, etc. Donc tout ça pour vous dire que la mesure va être compliquée. Parce qu'il faut mesurer de manière, je dirais, objective les 16 coefficients. Et c'est ça qui va être compliqué. Et c'est un peu ça dans lequel Antonello s'est illustré et un de ses prédécesseurs. C'est, vous voyez, de mesurer objectivement. Si vous mesurez comme dit les gens, mesurer avec des méthodes bourrin, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Parce que vous allez être sensible à certains coefficients et pas d'autres. Et donc, vous n'aurez pas la bonne information. Parce que ça, alors, maintenant, comment on mesure ? C'est là où ça se complique. Donc, on prend un vecteur de Stokes. Donc, on génère un état de polarisation. On le fait interagir avec l'échantillon. Et après, on analyse l'état de polarisation. Et comme ça, on a la réponse. On veut mesurer M. Donc, vous voyez, on module avec une matrice 4 par 4. On veut mesurer cette M, la matrice 4 par 4, et puis on analyse avec une matrice 4 par 4. Donc pour mesurer une matrice 4 par 4, il faut amener dans sa poche deux autres matrices 4 par 4. Donc à la fin, le produit ça. Je ne veux pas faire de l'algèbre linéaire compliquée. Donc la mesure complète, c'est on mesure A, M, W, et puis si on veut mesurer M, c'est A-1, B, W-1. Alors déjà, sans être un professionnel de l'algèbre, on voit qu'il faut que WA soit inversible. Bon, ça, on va dire, c'était assez évident. Mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Parce que si on veut faire une bonne mesure, ce n'est pas qu'inverser la matrice qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que, si vous voulez, les coefficients de cette matrice-là
ces matrices-là, soient à peu près les mêmes. Parce que sinon, on va être trop sensible à certains états et pas assez à d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le conditionnement de cette matrice-là. Donc, en termes simples, ça veut dire que les valeurs propres de ces matrices A et W doivent être proches, aussi proches que possible, et comme ça, vous aurez une mesure objective. Bon, si vous voulez, dans ma carrière, j'ai lu vraiment des dizaines de papiers où il y avait des gens qui avaient inventé le je sais pas truc, je sais pas quoi, et en fait, il ne marchait pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si vous voulez, vous inventez le fil à couper le beurre, mais vous inventez le fil à couper le beurre qui n'est adapté qu'au beurre de Tante Louise, et encore quand elle a sorti de frigidaire depuis un jour. Mais quand vous sortez, que vous achetez votre beurre chez Monoprix, il ne coupe rien. Oui, c'est ça le problème. Alors, vous voyez, donc ça c'est déjà compliqué, ça c'était connu avant nous. Alors, autre problème auquel faire face avant de commencer, c'est que, vous voyez, ça c'est 16 coefficients, ça c'est 16 coefficients. Donc, après, vous les calibrez, ces coefficients-là. Donc vous avez 32 coefficients. En plus, vous voulez une mesure spectroscopique. Donc il va faire 2000 longueurs d'onde, par exemple. Donc il va falloir que vous calibriez 64 000 coefficients. Et si vous voulez faire la métrologie, il faut que tous ces coefficients-là, les 64 000, soient connus au pourcent près. Moralité, c'est même pas besoin de commencer, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Alors, et là arrive une thèse qui est à l'X avec moi, qui est la thèse d'Éric Compin, qui était un polytechnicien tout à fait singulier d'ailleurs. C'est-à-dire, c'était un polytechnicien, mais à ce moment-là, il y avait un classement à l'X, et disons, sur les critères, c'était un mauvais. C'est-à-dire qu'il était plus que 300e, avec des promotions qui sont moins que maintenant. Une des raisons, c'est qu'il n'appartenait pas au moule classique du polytechnicien, c'est-à-dire, fils de cadre supérieur, lycée parisien ou versaillais, c'était pas du tout ce style-là. Il était provincial, il était de Chinon, et puis il était d'un milieu très modeste. Donc à l'X, ça n'avait pas marché. Ça n'allait pas plus du tout. Et par contre, quand j'ai proposé la thèse donc, de faire un polarimètre de Muller, ça, il s'est complètement éclaté. Et parce qu'il était dans une ambiance de créativité, parce qu'en plus, la polarimétrie de Muller, vous ne pouviez pas regarder ce qu'avait fait le voisin, parce qu'il n'y avait pas de voisin. Donc tout était à créer. Donc il a mis au point une méthode pour calibrer, qui est hyper efficace, qui est en gros toujours notre fonds de commerce 15 ans après, ou une partie de notre fonds de commerce, qui est la méthode dite des valeurs propres. Et donc, celui qui a rédigé l'article avec moi, mais alors, il a rédigé dans un style totalement polytechnicien. C'est-à-dire que c'est un article d'optique, mais avec des maths, avec de l'algèbre binaire plein. Ce qui fait que personne n'a jamais rien compris à cet article-là. Et ce qui fait que, en gros, personne nous a copié. Et on n'a pas breveté la méthode, c'est incompréhensible. Alors, à quelques exceptions près, dont Antonello, qui lui a compris. Donc c'est une méthode très efficace. C'est la fin de sa thèse, je vais rester là. Alors il était très très inventif. Et donc comme on a fait deux inventions que je trouvais très très fortes, mais bon, c'est comme ça. Alors tout ça, c'est parfaitement ringard maintenant. C'est-à-dire que, alors toujours, c'était notre idée fixe, c'était le modulateur photoélastique. Et donc, le modulateur photoélastique, il module 2 états de polarisation. Et là, il faut en moduler 4. Donc 2, ça ne suffit pas. Donc, et 2, à la queue leu, ça ne marche pas. Parce que le modulateur photoélastique, c'est un système résonant, et deux modulateurs ne résonnent pas strictement à la même fréquence, ce qui fait que les battements, c'est ingérable. Et d'où l'idée du siècle, ça veut dire on utilise un et on passe 2 fois dedans. À l'aller et au retour, vous voyez, la lumière elle passe là, elle rentre. Alors ici, il y a une rotation qui est dans l'espace à 4 dimensions qui est compliquée. Hein. Ce n'est pas du tout renvoyer la lumière, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça renvoie ici. Donc ça, c'était on trouvait très, très astucieux. Ça, c'est pour générer les états de polarisation. Et les analyser, on a fait une autre méthode, c'est un diviseur d'amplitude, ça s'appelle. Donc avec un prisme à réflexion totale avec les angles tordus pour que la matrice et les valeurs propres soient celles qu'il faut. Et ici, des prises de Wollaston qui séparent en 2 polarisations perpendiculaires. Et donc, l'avantage de ce montage ici avec des prismes à réflexion totale est que ça dépend peu de la longueur d'onde. Il faut avoir toujours des choses le plus achromatiques possible pour pouvoir optimiser l'instrument sur une grande gamme de longueur d'onde. Et ça avait été, ça maintenant
on a mis au panier, mais à ce moment-là, c'était au moment du boom des télécoms, et un des grands des télécoms anglo-saxons était venu nous voir pour acheter ça, c'était pour les utiliser avec les téléphones à fibre. Bon, mais le boom des télécoms, puis il y a eu la bulle des télécoms, et tout ça est fini. Alors la méthode d'Éric Compin dans un objet très compliqué comme celui-là, c'est que de dire, au lieu de modéliser chacun des composants, oui, de ça, qui va être hyper compliqué, ou toujours au pourcent près, eh bien, au lieu de faire ça, on s'intéresse à mesurer la réponse de tout le système. On mesure la réponse en utilisant des échantillons très simples, mais très connus. Mais très simples, des polariseurs linéaires, un bout de silicium, alors Jaume-Yvon, ils vont avec, c'est très facile. On s'intéresse uniquement à la réponse. Ça, c'était hyper astucieux. Bon. Alors, maintenant, on peut dire, pourquoi Antonello? Puisque je lui ai raconté presque un conte de fées, donc on vend des ellipsomètres dans le monde entier. Jaume-Yvon est un des 2 ou 3 principaux vendeurs d'ellipsomètres dans le monde, porté au Japon à ce moment-là, donc ça marche très bien. Et puis, on vient de faire le polarimètre de Muller, c'est vraiment le plus abouti de ce qui existe sur le marché. Et puis, on a notre boîte à outils de calibration qui fait que, en fait, c'est comme la mécanique, c'est pas de boîte à outils, ça marche pas. Et là, donc tout était parfait. Pourquoi donc demander faire venir Antonello là-dedans? Alors, bon, il y a une raison technique, c'est que moi, je deviens directeur du PICM, donc il faut que je passe à autre chose, photovoltaïque, des choses comme ça. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe d'animer les équipes ellipsométrie à l'époque, polarimétrie. Et puis, comme on avait été assez novateur avant, il fallait que quelqu'un soit aussi crée de l'innovation. Et puis, donc c'était au moment de la thèse d'Éric Compin. Éric Compin, donc, qui en plus, pour des raisons personnelles, bien sûr, on voulait qu'il reste, mais pour des raisons personnelles, il voulait quitter la région parisienne. Donc c'est comme ça, il voulait ni rester à l'X, ni chez Jaume-Yvon. Donc il partait, et puis donc il avait fait, donc, comme je montrais, un saut technologique. Mais un saut technologique, ça n'a de sens que si on assume ses conséquences. Et c'était ça qu'il fallait faire, c'était assumer les conséquences. Et ça, c'était... et puis, bon, tout va bien, oui, mais vous savez que quand tout va bien, il faut se poser la question, est-ce qu'on va si bien que ça? Parce que sinon, quelquefois, il y a des accidents non prévus. Et d'où la nécessité, quand même, quand tout va bien, d'une espèce d'audit, c'est que quelqu'un, alors qui a la bouteille, qui a une grande expérience en optique, regarde ce qu'on fait en détail et disent, tiens, est-ce que vous faites... voilà. Est-ce que c'est bien que vous faites? Alors, c'était ça la démarche, hein, en 99. Alors, et Antonello, de son point de vue, de l'autre côté, lui souhaitait effectivement changer de thématique scientifique. Toujours restant dans le domaine de l'optique, mais il souhaitait très nettement changer de thématique. Et puis, c'était se confronter aux applications. Il trouvait que c'était une espèce de challenge des applications qu'il n'avait jamais regardé dans sa vie. Et il voulait donc affronter ce monde d'applications. Et puis, le contexte, c'est la fin du laboratoire d'optique quantique. Christophe l'a dit. Et puis, disons, pour être simple et franc, Antonello était connu, sa réputation de son talent était connu, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Mes collègues du département de physique me l'ont dit. Donc je n'ai pas été le voir par hasard. Donc c'était connu, même très connu, mais pas reconnu. C'était ça le problème. Et lui se sentait pas très bien là-dedans, y compris dans sa carrière. Tout ça s'est oublié. Après, tout ça s'est arrangé sans aucun problème. D'ailleurs, il n'a jamais changé de section. Quelquefois, c'est au football, vous dites quand vous perdez, c'est la faute de l'arbitre. Et bien là, il a gardé le même arbitre. Et donc tout s'est arrangé. Donc l'arbitre n'était pas si avec ça. Voilà. Alors pourquoi Antonello? Alors Antonello, il arrive, il comprend. Alors il lit la thèse d'Éric Compin, il voit tout de suite que là, il y a un saut technologique, que ce ne sera plus comme avant. Après, ça ne sera plus comme avant. Ça, il le comprend tout de suite. Et puis, il regarde vraiment ce qu'on fait. Il regarde ce qu'on fait, et puis avec un œil nouveau. C'est-à-dire sans préjuger nos médiateurs photoélastiques, il faut toujours qu'on se débrouille à l'utiliser. Et puis, il lui dit, il regarde avec un œil nouveau, et il adhère, et c'est ça qui était, je trouve, fort, il adhère à la démarche de l'application. Faire de l'application, c'est pas je fais du fondamental, puis mon truc peut servir à d'autres, et puis je continue. Ça, c'est tout à fait respectable, hein, cette démarche-là. C'est pas ça.
Lui, c'est qu'il met la même intelligence. Le but, c'est l'application, ça devient le but, et non pas un accident. C'est le but, et il met la même intelligence dans l'optimisation de l'application qu'il mettait pour regarder les niveaux rotationnels des molécules. La même intelligence et le même talent. En particulier, il intègre complètement que le fait que pour vendre un instrument bien, il faut que le coût de ses composants soit le plus faible possible et qu'on a intérêt à diminuer le coût des composants. Et donc ça, il se met à rechercher et se dire il faut faire autrement. Alors c'est ça qu'il fait, et tout de suite, il apporte une idée complètement nouvelle, parce qu'il se dit donc, alors, le modulateur photoélastique, finalement, il dit, c'est quoi ce machin-là? Parce que finalement, ça coûte cher. Bon, ça coûte 2-3 000 euros, mais enfin, quand même. Donc, après, ça augmente le prix. Hein, parce qu'après, le prix, il y a le prix des composants, il y a le prix des montées des composants, etc. Après, le prix qu'on vend au client, c'est impacté. Hein. Donc, il dit, c'est cher. Et puis, il dit, finalement, ça sert à quoi? Allons du général au particulier, et non pas comme vous faisiez, du particulier au général. C'est-à-dire, il dit, puisqu'il y a la méthode de calibration d'Éric Compin qui est hyper performante, finalement, calibrer un polarimètre qui mesure une matrice 4x4, 16 coefficients, c'est plus facile et plus robuste, finalement, que de calibrer un ellipsomètre. Donc, faisons des polarimètres, et puis voilà, l'ellipsomètre, il est inclus dans le prix. Alors, c'est ce qu'il fait, et il conçoit un système, donc un polarimètre de Muller, qui est basé donc ici un polariseur et deux cristaux liquides et puis une lame Cardon entre les deux. Tout ça pour avoir un conditionnement assez bon sur une assez grande plage de longueur d'onde, typiquement là le visible et le proche infrarouge. Donc, voilà, il dit donc utilisons des cristaux liquides. Là, le montage que je montre étant avec des cristaux liquides ferroélectriques, mais il y a l'autre montage qui existe avec donc des cristaux liquides pneumatiques, ceux qui sont dans les écrans. Et alors tout ça est compliqué, on varie les retards, les orientations, etc. Tous les retards, les orientations sont hautement non triviaux à trouver. Tout ça est fait pour optimiser les matrices de conditionnement et que les valeurs propres des matrices soient le plus proches possible. Donc voilà, et puis il dit finalement, alors en gros, ce qu'il fait, ce qu'il contribue à faire, c'est de créer, donc ça peut se vendre polarimètre et ellipsomètre, à la limite c'est pareil, hein, ça inclut dans le prix, comme je dis. Et puis il vend, et donc il conçoit un produit qu'on transfère à Jaume-Aygon et qui mesure 16 coefficients pour moins cher qu'on en mesurait 2. Donc ça, c'était quand même novateur. Alors effectivement, c'est pas tout à fait dans la même gamme de longueur d'onde, ça faut quand même dire, mais c'était quand même très, très fort. Donc voilà, ça c'est la manip au PICM 2003, et donc comme on était habitué à travailler avec Jaume-Aygon, le transfert a été très rapide, et donc en 2014, Jaume-Aygon sort l'instrument appelé MM16, si vous voulez, vous comprenez l'appellation. C'était pour montrer qu'on était plus gros roi que les autres, si vous voulez. Mais en fait, comme les clients l'ont acheté essentiellement comme un ellipsomètre, après Jaume-Aygon a changé le nom, en fait, parce que c'était pas bon. Bref. Mais donc, voilà ce qui était fait. En 2003, ça correspond en plus à, j'ai vérifié, à donc la période où il a sa grosse opération d'ablation du côlon. C'est à ce moment-là, 2003, donc il crée quand même, il arrive, vous voyez, il était là depuis 3 ans, hein, donc il a immédiatement innové. Alors, en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cet instrument-là est capable de faire de l'imagerie. Et ça, c'est très important, je vais montrer des résultats. Donc l'imagerie, il le fait sur quelques centimètres carrés. Je montrerai même ça peut être jusqu'à 20-30 cm². Et puis, en parallèle, après, il a fait un autre système microscopique. Il a fait imageur macroscopique, imageur microscopique. Et puis, on s'était fait une certaine gloire, nous, avant, dans l'hypsométrie, dans le domaine de l'infrarouge. C'était une gloire scientifique, en fait. Parce que quand on transférait Jaume-Aygon, en gros, il n'y a jamais eu de client. Bon, c'est comme ça. Mais bon, c'était quand même fait une gloire. Il y avait avoir une monocouche de sillage qui vibrait des surfaces, c'était pas évident. Donc c'était fait une certaine gloire, et donc effectivement ça ne fonctionnait pas à l'infrarouge. Et bien lui, toujours pareil, il a conçu un autre système, ici, qui est basé ici sur ces objets-là, qui sont des rhomboèdres de Fresnel, qui sont orientés de 4 façons différentes. Et ici, donc ça, c'est les outils pour calibrer l'appareil.
des rhomboïdes de Fresnel qui vont infrarouge. Et même plus que ça, ce système-là, en fait, le rhomboïde de Fresnel, il peut être en n'importe quoi. Enfin, alors, c'est-à-dire des matériaux transparents en infrarouge ou transparents dans l'UV. Donc, c'est avec ce système-là, on fait un polarimètre de Muller dans n'importe quel domaine de longueur d'onde. Tout ça, Antonello, 3 ans après. Alors là, le montage qu'a réalisé donc Enrique Garcia Corel ici à l'X, et vous voyez ici les rhomboïdes de Fresnel, qui sont donc en CAF2, un matériau transparent dans l'infrarouge. Voilà la meilleure. Alors ce manip-là a été dupliqué, mais ce n'est pas vraiment un produit commercial, n'a pas donné lieu à un produit commercial. Mais Antonello, donc, ça fait quand même pas mal d'instruments conçus, et en fait, il y en a encore d'autres, mais je ne vais pas faire une liste exhaustive. Alors maintenant, Antonello, ce n'était pas qu'un inventeur. Il ne faut pas que je n'aurais pas minimisé, si vous voulez, enfin minimiser, si on peut dire, sa contribution. C'était un vrai scientifique. C'est-à-dire, il s'intéressait non pas à faire un instrument, mais après s'en servir et aller jusqu'après démarche vraiment scientifique. Alors, la première application, ça a été donc dans le cas de la métrologie en microélectronique. Bon, comme on disait qu'on était meilleurs que les autres, eh bien, il fallait le démontrer. Donc, on a pris le côté très difficile de la métrologie en microélectronique. Alors, c'est vrai qu'en microélectronique, les tailles des composants diminuent. Maintenant, la taille critique, c'est 40-60 nanomètres dans un transistor MOS. Donc, le problème, c'est c'est très difficile à faire, et donc de faire la métrologie de ce type d'objet. Alors, ces objets sont des réseaux, c'est-à-dire que dans la microélectronique, quand ils font des circuits, en fait, il y a des zones sacrificielles dans lesquelles ils font des réseaux en même temps qu'ils font les circuits. Et ils font des réseaux qui sont représentatifs des circuits ailleurs. C'est comme ça que c'est fait. Alors, ce qu'on a fait, donc, avec Antonello, on était assez connus dans le monde, et on a collaboré avec les grands de la microélectronique, en particulier deux, donc, qui sont Lam en Californie. Alors, Lam, c'est un des deux plus gros industriels d'équipementiers de la microélectronique pour la gravure plasma. Et puis ASML, alors c'est pas en Silicon Valley, c'est en Hollande. ASML, c'est la suite de Philips, si vous voulez, et ASML fait des systèmes de lithographie, et comme les tailles diminuent, à cause de la limite de diffraction, on ne peut plus utiliser l'UV, donc ASML fait donc des appareils de lithographie basés sur des rayons X qui vendent 10 ou 20 millions d'euros. Donc on s'était dit, s'ils rajoutent pour 100 000 euros un petit truc en plus, ça peut quand même être intéressant. Bah, presque, on n'a pas été loin, mais ça n'a pas quand même marché. Alors, les concurrents, si vous voulez, les batailles concurrents, c'est une méthode type électronique, AFM, microscopie électronique, etc. Alors l'inconvénient des méthodes électroniques, ils sont très précises, c'est sûr, mais ils ont l'inconvénient qu'ils sont très difficiles à mettre en œuvre. Mettre sous vide, enfin c'est compliqué, quoi. C'est que l'avantage de méthode optique, c'est que vous le faites directement, à condition d'avoir des petits spots, savoir des petits spots, à condition d'avoir un tout petit spot. Mais ça, Antonio a su faire. Donc, et puis vous avez l'image globale. L'inconvénient des méthodes électroniques, c'est qu'elles sont partielles. Elles regardent un endroit, si vous voulez. Vous regardez une aiguille dans une botte de foin, ça ne vous renseigne pas vraiment sur le foin lui-même. C'est que les méthodes optiques ont fait l'image un peu globale. Donc ça vous donne la réponse du système tel qu'il a été fait. Donc ça peut être très intéressant, puis c'est non invasif, quoi, pas de vide, etc. Donc ça, c'est l'intérêt. Alors, c'est toujours pareil, il y aurait toujours le problème de l'hypsométrie. Un réseau, en fait, c'est un système qui a beaucoup de symétrie, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous faites l'ellipsométrie, la polarimétrie de Muller perpendiculaire au réseau, pareil, ça n'apporte rien, à cause de la symétrie du système. Alors les gens de l'ellipsométrie, d'ailleurs, font de ça. Alors ils sont là, ils ont changé le nom, ils appellent ça scatérométrie. C'est exactement pareil. C'est mettre une ellipsométrie, mais perpendiculaire au réseau. Et la symétrie est telle que, finalement, on mesure rien d'autre que l'ellipsométrie. Alors voilà, par contre, nous, ce qu'on a fait, bien sûr, c'est de tourner. Oui, si vous tournez, c'est plus vrai. Et donc on tourne l'échantillon, donc si vous voulez, les traits ne sont plus perpendiculaires au plan d'incidence,
etc. Vous tournez comme ça. Et là, du coup, mesurer la matrice, il y a des couplages de coefficients, et là, ça donne des informations. D'où l'idée de faire la métrologie. Alors, c'est montré ici. Donc ça, on mesure les 16 coefficients en fonction de la longueur d'onde, ici. Hein. Alors, voilà ici le composant. Hein. Vous voyez que c'est pas grand. Hein. En haut, c'est 65 nanomètres. Donc, c'est les technologies actuelles. Et vous voyez donc les coefficients ici non diagonaux, ici, deviennent non nuls. Ça, c'est en fonction de l'angle d'incidence. C'est quand on tourne ici, quand on tourne l'azimut. Phi, c'est l'azimut. Donc, quand on tourne, eh bien, on obtient tous ces spectres-là. Et alors, après, il faut modéliser. Hein. Alors, modéliser, on utilise des théories d'électromagnétisme, hein, RCWA, Rigorous Coupled Wave Analysis. C'est-à-dire qu'on coupe tout ce système-là en tranches, si vous voulez, et puis on résout l'équation de Maxwell dans les tranches. C'est comme ça que ça fait. Et donc, finalement, on obtient on obtient cette distance-là, la hauteur, et puis la période, ce qu'on appelle pitch en microélectronique. Voilà. Donc ça, oui, donc là, Antonello, il y avait la modélisation avec Tatiana Novikova, mais enfin, il n'a pas fait que faire un seul instrument, oui, c'est beaucoup plus qu'un instrument. Alors, on peut faire des choses un peu plus compliquées. Vous voyez ici, on a reconstruit, alors, on a fait des choses, ça commence à devenir un peu tordu, c'est qu'ici, en fait, c'est trapézoïdal, le réseau. Et ici, en très plein, on a montré, on montre la reconstruction qu'on obtient à partir de la polarimétrie de Muller. Et on compare à une image de microscopie électronique. Vous voyez que c'est parfait, d'accord, avec des dimensions qui sont très très petites. Hein. Cette largeur à mi-hauteur est 65 nanomètres. Donc tout ça, c'est pas la modélisation. Donc on arrive à faire un instrument qui fait de la métrologie de manière très très générale. Hein, très générale. Alors, après, la microélectronique, vous pouvez sophistiquer à l'infini. Donc, je vais m'arrêter au pas suivant. C'est-à-dire que la microélectronique, vous mettez beaucoup sur le plan. Vous savez, disons, pour l'ordre de grandeur, un Pentium, ça fait 1 cm², ça a 10 puissance 7 transistors. Enfin, c'est des chiffres comme ça. C'est énorme. La densité. Mais on met aussi au-dessus, maintenant. Oui, c'est ça. On peut mettre les circuits les uns au-dessus des autres. Non seulement à côté, mais au-dessus. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est compliqué parce que, vous voyez, vous pouvez avoir des problèmes qu'on appelle d'overlay ici. C'est-à-dire que le circuit du haut, vous voyez, il n'est pas l'aplomb du circuit du bas. Alors, tout ça, c'est des petits écarts. Hein. C'est 10 nanomètres, 20 nanomètres. Mais, vous voyez, ça, en gros, c'est ce qu'il faut éviter. D'où le côté de faire du process control, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de contrôler ce que vous faites. Alors ça, on a fait toute une étude avec le LETI, parce que ces objets-là, il faut les faire. Hein. Ça, c'est pas facile. Donc il faut des spécialistes comme le LETI. Alors voilà l'instrument conçu par Antonello. Donc c'est toujours pareil, c'est avec des cristaux liquides, toujours méthode d'Éric Compin, toujours ça, c'est dans le produit, je dirais. Et donc c'est conçu en 2007. Et donc, par contre, ça, c'est quelque chose qui est capable de regarder des échantillons de petits, 20 par 20 microns, même moins que ça. Et puis, donc, c'est l'image dans le plan de Fourier, alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image spatiale, vous avez l'image de tous les angles possibles, azimut, et puis l'angle d'incidence. C'est-à-dire, celui-là, l'angle d'incidence, vous faites l'image des angles, si vous voulez, c'est ça que ça sert, sur un spot très petit. Alors, on montre ici, donc ça, c'est l'image des angles. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça tourne, c'est phi. C'est l'azimut, et puis ça, c'est le rayon, il est proportionnel au sinus de l'angle d'incidence. Vous voyez la matrice 4 par 4. Donc là, ils avaient fait au LETI un décalage exprès, enfin, ils avaient cru faire un décalage de 50 nanomètres. Et puis, lorsqu'on regarde, c'est s'il n'y a pas de décalage, ça va être parfaitement symétrique. C'est-à-dire qu'on fait la matrice moins sans transposer, ça va être 0, donc tout en vert. Oui, c'est pas tout à fait tout en vert, parce qu'ici, il y a des endroits où c'est pas tout en vert. Alors, on dit que c'est normal, puisqu'ils ont fait un décalage. Donc, c'est normal. Mais, en fait, c'est compliqué. Alors, on regarde celui-là, par exemple, E1,4, on va regarder cet élément-là, et on fait l'élément, et ils font des échantillons. Alors, ils font différents échantillons, qui croient décaler de 100 nanomètres, 50, 0 et 50, 100 dans l'autre sens. Et puis, si vous voulez, dans ce qu'ils appellent des boîtes, c'est une langue, la microélectronique. Ils appellent des boîtes où ils mettent leur réseau, et dans les boîtes, ils en font des réseaux comme ça. Et
puis ils en font des réseaux comme ça. Alors, tout ça c'est horizontal, mais comme ils le regardent sur un écran d'ordinateur, ils disent que Y c'est vertical. Bon, si ça leur fait plaisir, il faut rester comme ça. Et donc ça c'est donc le décalage nominal qu'ils ont cru faire. Et puis nous, on leur dit, ah bah attendez, bah, voilà alors, par exemple, normalement il doit être 0. Bah, celui de 0, c'est pas 0. Il était en fait 50 nanomètres. On est capable de voir le décalage. Rien qu'à regarder la symétrie. Donc ça, c'est celui dans une dimension, et ça, c'est dans l'autre. Celui qui est 0, en fait, était de 50 nanomètres. Donc, quelque chose de très pratique. Voilà. Alors, je passe donc pour finir, sur l'autre application qui n'a strictement rien à voir, qui est les applications d'imagerie biomédicale. Alors, on voit ici notre ami Angelo, qui est à la manœuvre, ça a été à l'Institut Mutualisme Montsouris. Là. Donc, en fait, Antonio travaille avec 3 hôpitaux, l'Institut Mutualisme Montsouris, l'IGR, et puis le Kremlin-Bicêtre, le KB, comme on dit dans le monde des hôpitaux. Et donc, voilà l'imageur, si vous voulez, l'imageur à cristaux liquides. Celui-là est des cristaux liquides nématiques, on le voit ici. Alors ça, c'est le macroscopique, et il y a un microscopique, il y a les deux. Donc, on est capable de faire l'image en grand et l'image en petit. Alors, voilà une image. Alors, bon, le côlon, c'était quand même Antonello, il y avait un compte à rendre là. Donc alors, on voit ici les images de concert du côlon. Alors, oui, ça c'est l'image et tous les éléments de la matrice. Donc c'est 5 cm par 5 cm, ici ce serait 2 par 2. Alors, ce coefficient-là, c'est l'intensité. Donc c'est strictement pareil que ce qu'on voit là, c'est exactement la même chose. Parce que c'est l'intensité. Et puis la zone cancéreuse, en fait, elle est là. La zone cancéreuse, elle est là. Alors, on voit que tous les éléments non diagonaux sont nuls, sauf les éléments diagonaux. Donc, ça veut dire qu'on a un dépolariseur parfait, c'est-à-dire que le côlon. Alors, ça, c'est fait sur des pièces de côlon. C'est ex vivo, quoi. C'est après ablation. Mais quelquefois, rapidement. Angelo était avec une pièce là. Et on voit ici que. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la zone cancéreuse, ici, dépolarise moins que la zone saine. On voit que la zone cancéreuse dépolarise moins que la zone saine. Puis on voit des choses, celui-là est égal à celui-là et plus grand que celui-là. Alors ça veut dire qu'on a affaire à un régime Rayleigh, c'est-à-dire qu'on a des petites particules qui diffusent la lumière. Ça, on le sait déjà. Et on identifie donc par la dépolarisation la présence du cancer du côlon, de la zone cancéreuse. Alors ça, c'est pour le côlon. Ici, alors ça, c'est le col utérin en français. Alors, ça, c'est ex vivo, mais on peut, dans certains cas, maintenant, ils arrivent à faire des mesures in vivo, mais en vision directe. Oui. Alors là, on voit que c'est plus compliqué, parce qu'il y a des éléments de matrice diagonale qui ne sont pas nuls, mais ceux-là ne sont pas nuls non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres effets. Il n'y a pas que la dépolarisation, il y a des effets de biréfringence, dichroïsme, etc. On a une matrice non diagonale, ce qu'on voit. Alors, maintenant, ça sert à quoi ? Alors, si on ne fait pas d'imagerie, on fait comment ? Essentiellement, on fait comme je vous montrais. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de l'histologie, c'est-à-dire que l'anatomie pathologie, hein, les anapathes, pour parler vulgairement, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, la conisation, c'est qu'il y a eu prélèvement donc d'une pièce, enfin d'une partie du col utérin de la femme. Et donc, ils font des coupes ici, qu'on voit là, ils font des coupes, et après, ils mettent les coupes dans des boîtes, en mettant de la paraffine, et ils regardent après, hop, échantillon par échantillon, et alors, ils voient les zones cancéreuses, ils les reconstruisent ici. Oui. Ils ont reconstruit, et à clé très rouge, alors par exemple là, la patiente a un cancer, et CIN1-3, ça vous donne le degré d'invasion du cancer. Alors CIN3, c'est pire que CIN1, quoi. C'est le degré d'invasion du cancer. Donc vous voyez, c'est une méthode très très lourde. C'est très très lourd, l'histologie. Parce que ça prend des heures, des jours à faire ça, oui, parce que oui, ils ont fait 10 coupes. Oui, c'est un petit. Et donc c'est très compliqué, d'où l'idée de regarder une image directe. Alors voilà ce qu'on voit ici. Donc ici, on voit. Donc ça, c'est l'histologie ici. Et les zones cancéreuses, CIN3, sont mises en rouge ici. Alors, ce qu'on voit ici, ça, c'est une zone saine du col utérin, après conisation. Et on voit que la zone saine est biréfringente. Alors, ça a été vu sur quelques échantillons, mais depuis, le groupe est en train d'augmenter la statistique, car une vision statistique de cet effet-là.
Et ce qui est intéressant, donc, ce qu'on voit là, c'est qu'en termes simples, une femme saine est biréfringente. Ce qu'elle ne sait pas toujours. Alors, par contre, ici, on voit la zone cancéreuse est là, la zone CN3, et toujours pareil, la zone cancéreuse dépolarise moins qu'un tissu sain. Donc, on a une vision précise. Alors, si on compare comment on fait dans la pratique, la pratique, ce qu'on appelle la colposcopie, en fait, on regarde avec je sais pas quoi, moi, des jumelles de spectacle, puis on vend ça très très cher. C'est ça, la colposcopie. C'est optique, quoi. On regarde, quoi, avec une lunette. Et donc, ils regardent, et alors qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des colorants. Ah non, pas des colorants, non. Ils mettent des choses, des poudres de perlimpinpin, si vous voulez. Donc c'est de l'acide acétique, par exemple. Alors, ils mettent l'acide acétique, et est-ce que ça change de couleur ou pas? Donc si ça s'éclaircit, eh bien on coupe. Et alors, on fait après avec le Lugol, alors j'ai oublié si ça s'éclaircit ou ça se fonce, mais enfin bon, bref. Et après, et comme ça, on identifie la zone et on coupe après. Alors, en noir, c'est la zone qui a été coupée. Alors ici, on regarde la biréfringence, et on voit que, vous voyez, alors on le regarde à 2 longueurs d'onde. La 2 longueurs d'onde, ça sert à que, en fonction de la longueur d'onde, la lumière pénètre plus ou moins. C'est-à-dire, à 700, elle pénètre plus dans le rouge, elle pénètre plus que dans le vert. Toujours, c'est de l'ordre du millimètre ou de quelques millimètres, mais ça pénètre plus. Et on voit que donc là, ici, il y a une zone biréfringente. Donc on en a déduit, enfin, l'impression qu'on a, c'est qu'on avait coupé trop. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la zone était saine, en fait. Bon. C'est gênant de ne pas couper assez, mais couper trop, ça peut être aussi un peu... Parce que c'est une amputation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ici, on voit ici la zone cancéreuse, qui est les petits traits rouges, là, c'est 1 et 3. Alors toujours pareil, la zone... là, c'est la zone saine. Dans la zone cancéreuse, ici, qu'on voit avec les traits rouges, dépolarise... La zone cancéreuse dépolarise moins que la zone saine, et on le voit plus dans le vert que dans le rouge. Alors pourquoi? Parce que le cancer, en fait, était essentiellement superficiel. Donc, on a été plus profond, c'est moins... Voilà, c'est ça que ça vous dit. Bon. Bref, alors, pour finir, je vous montrerai juste une autre application. Ça, c'est le rectum, ici. Alors, bon, les patients, il y a 2 patients ici. Les patients ont eu un cancer, ont été opérés, et ont subi un traitement de chimiothérapie. C'est ça. Alors, la zone ulcérée correspond à la zone cancéreuse. Et on regarde ce qui se passe après le traitement par chimiothérapie. Et vous voyez qu'ici, le patient du haut, eh bien, on estime qu'il n'y a pas de cancer résiduel. On voit plus, cette zone-là ne dépolarise pas de manière particulière. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien, sur celui du bas, que la zone cancéreuse, la zone ulcérée, eh bien, est toujours moins dépolarisante qu'à côté. Donc ça veut dire que la zone cancéreuse, le cancer, eh bien, enfin, ça veut dire que le traitement n'a pas été efficace, en termes simples. Bon, si on avait enlevé, c'est sans doute qu'il y avait des problèmes. Enfin bon, de toute façon. Mais bon. Voilà, ça veut dire, alors, oui, tout ça, c'est des manips préliminaires faits sur très, très peu d'enseignements. Alors, Antonio, en plus, se préoccupait avec Tatiana de comprendre les mécanismes. Par exemple, démarche toujours scientifique, pourquoi une zone cancéreuse est moins dépolarisante. C'est pas évident à comprendre. Hein. Donc, il se préoccupait de modéliser Monte Carlo, etc., pour avoir une compréhension. Mais vous voyez que là, on arrive un peu presque au bout, on a envie de dire... Oui, quand vous voyez ça, le rêve, ça serait quoi? Ça serait de suivre ça pendant le traitement. Alors là on aurait gagné le cocotier. Vous voyez ce que je veux dire? On suivrait le traitement. Alors, c'est une application, vous pouvez imaginer 50 autres. Antonio y est pensé, donc je finis là-dessus. D'où l'idée, si vous voulez, si vous voulez vraiment faire de l'in vivo dans le biomédical, à part le colutérin, des choses spécifiques, où on a une vision directe, il faut marier la technique avec ce qu'on appelle l'endoscopie, quoi. Être capable de marier avec une fibre optique. Alors, ce qui est là, c'est ce qu'il a entrepris vraiment à la fin, et c'est ce qui est là. Alors, il l'a fait donc, au cas
contrat ANR, donc en collaboration avec LIMS, c'est Limoges. Donc un collaborateur de Limoges qui est très spécialisé sur l'utilisation de fibres optiques. Alors, pourquoi personne ne l'a jamais fait? Alors, déjà, la polarimétrie de Muller, il n'y a pas grand monde, mais pourquoi il y a encore moins? Pour une raison simple. C'est que là, vous avez votre polarimètre de Muller ici. Si vous voulez le coupler avec une fibre, la lumière elle va rentrer dans la fibre ici, elle va être réfléchie par l'échantillon là, et puis elle va repartir par la fibre, et puis là, vous allez la récupérer à la fin. Mais le gros problème, c'est que la fibre optique modifie la polarisation. Et quand vous bougez la fibre, la réponse change. Et donc ça veut dire que c'est un blocage complet, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coupler, si vous voulez. Alors l'idée d'Antonello, ça a été justement d'essayer de coupler en collaboration avec l'Université de Limoges. Alors évidemment, c'est triste que c'est vraiment aujourd'hui, mais la thèse, c'est demain. C'est demain, c'est la thèse de Jérémy Vizet à Limoges. Et demain, il se trouve que je vais aller à la place d'Antonello. En termes simples, c'est lui qui doit aller, et je vais à sa place. Alors, c'est donc un dernier travail, et je crois qu'il est, vraiment extrêmement novateur. Alors, bon, demain, comme j'ai lu la thèse, je sais ce qu'on va dire. Tant pas Jérémy Vizet, il va venir à l'X après. Alors, bon, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout, mais il y a déjà un gros progrès qui a été fait. On n'est pas au bout. Alors, ce qui a été montré, ce que Antonello et Jérémy Vizet ont montré, c'est qu'ils ont réussi à faire un polarimètre endoscopique avec une fibre unique souple, qu'on voit ici, fibre unique souple monomode, une fibre unique souple. Et alors, ce qu'ils ont déjà montré, c'est un peu comme la thèse d'Éric Compin, c'est d'avoir la boîte à outils. Parce que la fibre, elle fait 1 mètre de long. Et ils ont montré qu'on arrivait à décrire la fibre, la réponse polarimétrique de la fibre, à partir d'un produit de 3 matrices, qui sont très simples. 2 matrices de rotation, 1 matrice de retard. Et ça, ils ont montré, à partir de 3 matrices, on arrive à décrire la réponse d'une fibre d'1 mètre de long. Et ça, c'est quand même costaud. Il y a pas mal d'algèbre linéaire. Faire plaisir à Christophe, la théorie, ça sert, les maths même, ça sert beaucoup. Donc ça, il s'est déjà obtenu. Il a montré qu'il arrivait à mesurer la diatténuation et la biréfringence. Par contre, la dépolarisation, pas encore. Et vous voyez que j'ai donné quand même plein d'exemples où la dépolarisation est, pour les applications biomécaniques, très importante. Mais diatténuation et biréfringence, ça, c'est déjà prouvé. Alors maintenant, l'imagerie se ferait par déplacement de fibres. Alors, on n'y est pas encore, parce que, si vous voulez, disons, comme ma femme est dans la médecine, donc je connais pas mal ces choses-là, une coloscopie, c'est-à-dire l'examen du côlon, ou l'œsophage, par une fibre. L'œsophage, on arrive à faire à travers même on traverse la fibre, traverse l'estomac jusqu'au duodénum. Ça dure 25 minutes, sous anesthésie générale. Alors, oui, il faut faire ça en 25 minutes. Bon, ça c'est pas prouvé. Mais on est sur la voie. Et ça, il y a quand même la fin de chute de pour Antonello, c'est quand même une innovation encore plus forte que ce qu'il avait fait avant. Alors, je vais résumer. Donc là, c'est la photo qu'on a eue. On a eu le prix d'innovation de l'X en 2012. Donc c'était après sa rechute, oui, qui était quand même reparti, il était en forme. Alors, je vais résumer. Alors, je ne vais pas parler de personnel, puisqu'on était très amis, très liés, nos familles se fréquentaient, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça c'est mon jardin, donc je n'en parle pas. Alors, je vais résumer en quelques qualités. D'abord, c'était une puissance de travail énorme. C'était un travailleur dingue. C'est-à-dire qu'il passait, ça c'est sûr, beaucoup plus de temps à se préoccuper de ses thésards que de sa santé. Ça c'est sûr. Il restait, ça a été dit, jusqu'à 9-10 heures le soir. Moi, j'étais plus là depuis longtemps, ça c'est clair. Alors, c'était un passionné, quoi. Tout ce qu'il faisait, il mettait une passion colossale. Alors, on a parlé avec Christophe de l'enseignement, et la recherche, c'était pareil. C'était un passionné, un passionné fou. Et puis, il avait d'autres qualités. Enfin, alors, la convivialité, si vous voulez. Oui, il a connu des gens, enfin, depuis qu'il est venu au PICM, extrêmement différents. C'est des mondes qui n'ont rien à voir.
la microélectronique, les médecins, mais les médecins, ils sont quand même dans une démarche thérapeutique. Donc, c'est pas facile de travailler avec des médecins parce qu'on n'a pas les mêmes buts, si vous voulez, les mêmes objectifs. Ça se comprend, donc c'est difficile. Il s'entendait avec tout le monde. Tout le monde s'entendait avec lui. C'est bon, il parlait beaucoup, c'est peut-être le côté italien, je sais pas, mais enfin, c'est une qualité, hein, italien. Donc, il était extrêmement convivial. Tout le monde s'entendait bien avec lui, Jobin, Yvon, va tout le monde, quoi. Et ça, c'est une qualité quand même colossale. Alors, la modestie, je ne suis même pas sûr que ce soit une qualité, parce que la modestie, ça a toujours été connu, c'était un modeste militant, si je peux dire. Enfin, Christophe a donné quelques exemples, mais combien de fois il m'a dit, ah bah finalement, je me suis contenté de mettre en œuvre les idées d'Éric Compin. Bon. Je lui dis, là, bon, c'était toujours comme c'est des gens, sa façon de parler. Modestie incroyable. Ben, ça, tous les gens qui l'ont connu le savent. Alors, bon, comme j'ai montré, alors en plus, il était très éclectique. Ben, je l'ai montré. Parce que, oui, il a fréquenté des mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça a toujours marché. Et il savait passer de l'un à l'autre. Bon, donc il était extrêmement éclectique et curieux de tout. Ben, c'est presque normal, les gens qui sont créatifs sont presque toujours curieux. Et puis, donc, alors, la créativité impressionnante, je crois que je l'ai montré, c'est vraiment un inventeur génial, jusqu'à la film La thèse de demain, enfin, c'est quand même incroyable. Personne n'a jamais fait, hein, sûrement. Mais ce n'était pas que ça. C'était un excellent scientifique à la fois. Ce n'était pas qu'un inventeur. La démarche de l'inventeur, c'est... Alors, j'en ai connu plein dans ma carrière. Hein, je crois que j'ai essayé de me démarquer aussi de ce genre de démarche. C'est quelqu'un, c'est le défi technologique. C'est des gens qui restent sur un défi technologique, mais toute leur vie. J'ai vu des gens qui ont inventé, ils y peuvent mettre toute leur vie, y compris qu'ils ne servent à rien. Mais c'est rien, c'est toujours le défi technologique. Et lui, il avait cette démarche-là, mais c'était un scientifique, c'est-à-dire qu'il s'intéressait au mécanisme, à comprendre, on mesure quoi, ça sert à quoi, et il avait une démarche scientifique. Voilà, donc Antonello nous a quittés il y a 1 an, il nous manque beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires dans la salle. Je vais en rajouter un d'abord. À t'entendre, on comprend pourquoi il s'est éclaté au PICM et sur l'ellipsométrie. C'est clairement un domaine de la physique dans lequel un matheux peut vraiment s'éclater. Hein. Voilà. Bon, alors je ne sais pas s'il y a des commentaires dans la salle ou des questions. On peut ouvrir le débat, discuter un peu. Dites-moi. Question? Non. J'en ai une quand même, s'il te plaît. Donc, j'ai montré à un moment donné que vous étiez capable de faire une analyse du profil en microélectronique avec des dimensions 60 nanomètres. C'était 60 là. Comment vous faisiez ça? Parce que en fait, finalement, c'est l'imagerie. Ah oui, c'est-à-dire qu'on prend, si tu veux, ce qu'ils appellent dans leur boîte de 20 par 20 microns, oui. on prend en photo, si tu veux, on regarde l'objet en polarimétrie, on regarde le tout, on intègre, non, on regarde le réseau. Et vous pouvez remonter ensuite au profil. Voilà. Et ça, alors, en utilisant des modélisations électromagnétiques, RCWA. C'est-à-dire qu'on découpe en tranches, si tu veux, après le réseau, et on résout les équations de Maxwell, tranche par voilà, tranche. C'est un profil mesuré indirectement, d'accord. Oui. Et après, il y a une modélisation. On ne sait pas que c'est un trapèze comme ça à voir. Je ne sais pas très bien s'il y a d'autres questions. Non, on va remercier notre